la joie d'accueillir comme orateur Jean-Jacques Agremaux, qui est ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques avancées Paris-Tech. C'est docteur en physique des réacteurs nucléaires, membre du conseil d'administration de l'Association française pour l'information scientifique, donc qui nous réunit aujourd'hui, la FIS. Et donc, cela fait maintenant plusieurs années que vous vous intéressez à l'influence de la Lune, de façon générale, mais aussi plus particulièrement sur les plantes, ainsi que la biodynamie, dont vous allez nous en parler, avec la rigueur et la méthode scientifique de la FIS. En tous les cas, mille merci. Voilà, très bonne conférence. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette 6e conférence de la FIS à la mairie du 5e arrondissement de Paris. Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe municipale pour nous avoir accueillis toute cette année et ce soir en particulièrement. Et du coup, ce soir, nous allons parler de la Lune et plus particulièrement de la biodynamie. Cultiver avec la Lune et la biodynamie, superstition ou technique validée. Alors tout d'abord, je tiens à déclarer que je n'ai aucun lien avec l'industrie agroalimentaire biodynamique ou conventionnelle et que je n'ai donc aucun conflit d'intérêt de quelque sorte que ce soit. Je n'ai reçu d'argent de personne pour préparer cette conférence et je fais ça en toute indépendance. Et en fait, comme je suis un conférencier plutôt feignant, j'aime beaucoup poser des questions aux gens, ça me repose. Et du coup, qui dans la salle pense que les phases de la Lune a une influence sur la croissance des plantes ? Oui, levez les bras. Ont une influence. Bien haut les bras, s'il vous plaît. Donc je dirais à peu près 20% de la salle. Non. Je dirais à peu près 50-60%. Et ne se prononce pas. À peu près 15-20%. On n'est pas loin du 100% si on fait la somme, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est plutôt pas mal. Et c'est très bien, je félicite ceux qui ne se prononcent pas, parce que savoir dire qu'on ne sait pas quand on ne sait pas, c'est quelque chose qu'on fait trop peu souvent et qui est très intéressant. Je me repose encore. Qui dans la salle pense que le vin biodynamique est meilleur au goût que le vin non biodynamique ? Oui ? Donc 2 personnes, 3, on va dire quelques pourcents. Non. On va dire 60-70%. Ne se prononce pas. 30%. Ah, alors, on me signale qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que biodynamique, et rassurez-vous, je vais l'expliquer. C'est l'objet de la conférence. Alors, le plan de ma conférence, je vais commencer par une introduction en parlant notamment des naissances à la pleine lune. Et ensuite, je parlerai un petit peu des biais de raisonnement et je ferai un peu de méthode scientifique pour bien avoir le cadre conceptuel pour aborder cette question. Ensuite, on répondra à la question « Qu'est-ce que la biodynamie ?» que j'essaierai de présenter de la façon la plus objective possible et la plus neutre possible. Ensuite, on fera un peu de physique avec la théorie de l'influence des astres. Je suis physicien, j'aime beaucoup ça. Et ensuite, on verra quelles sont les mesures, quels sont les résultats expérimentaux qui permettent justement de confronter cette théorie et la théorie de la biodynamie aux mesures. Et on terminera par un petit point sur le vin biodynamique. Ça vous va ? Alors, une petite introduction. Il se trouve que je suis papa de 2 petits-enfants et qu'il y a 2 ans, avant la naissance du premier, je me suis demandé, est-ce qu'il y a plus de chances que ma femme accouche un soir de pleine lune ou pas ? Parce que j'aime bien prévoir, et ça aurait été plus simple de savoir que ça allait naître à la pleine lune plutôt qu'une incertitude d'1 mois. Et du coup, je me suis posé cette question et je me suis dit, comment je peux savoir s'il y a plus de naissances les soirs de pleine lune ? Alors la première réponse, c'est de se dire, je vais demander à mon entourage, à mes collègues, mes parents, voilà. Et typiquement, on sait qu'il y a à peu près 70% des gens qui pensent que oui, il y a plus de naissances les soirs de pleine lune. Et on peut très facilement trouver un témoignage de quelqu'un qui vous dira, oui, il y a plus de naissances les soirs de pleine lune. Mais bon, si j'avais fait un sondage pour savoir si la Terre était plate il y a 2000 ans, on m'aurait certainement répondu que oui, et j'aurais bien été avancé. Du coup, on peut se dire, on va peut-être demander plutôt aux gens qui travaillent dans le domaine, qui s'y connaissent, et on va aller voir des sages-femmes, des infirmières, et typiquement 80% des infirmières et 64% des médecins, c'est un sondage qui a été fait aux États-Unis en 87, disent qu'effectivement, il y a plus de naissances les soirs de pleine lune que les autres soirs. Et il se trouve que j'en ai discuté avec la sage-femme qui a accouché mon premier enfant, et qui m'a dit, mais évidemment, on est débordé les soirs de pleine lune. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de naissances les soirs de pleine lune ?
Parce que l'accouchement, c'est un phénomène qui est complètement aléatoire. Et dans une clinique standard, moyenne, on va avoir, rien que par le hasard, des jours où on va avoir plus de naissances et des jours où on va avoir moins de naissances. Donc là, je vous ai tracé pour une clinique typique, et on peut varier entre 3, 5, 6, jusqu'à 10 naissances, uniquement par le hasard. Dire qu'il y a plus de naissances les soirs de pleine lune, en fait, c'est pas la vraie question. La question, c'est, s'il y a une influence de la pleine lune sur les naissances, elle est de combien ? Parce que si l'augmentation des naissances, c'est 1%, avec les variations naturelles, la sage-femme, elle va pas du tout pouvoir le voir. Si sur ce schéma-là, je vous dis que voilà, du fait de l'influence de la Lune, il y a une naissance de plus tel jour-là, et ben en fait, c'est complètement indétectable à l'échelle de la sage-femme parce que c'est noyé dans les variations aléatoires du quotidien. Par contre, si effectivement on double le nombre de naissances les soirs de pleine lune, là, clairement, elle va pouvoir le voir, elle va se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup plus de naissances les soirs de pleine lune que d'habitude. Et il y a des gens qui se sont amusés à faire des calculs pour savoir quelle ampleur il fallait que soit cet impact pour être pour que ce soit mesurable par une personne localement. Et il faudrait que l'impact soit au moins de plus de 70% de naissances un soir de pleine lune pour que ce soit vraiment visible. Et puis je me suis dit, en fait, je peux très bien aller voir les statistiques de l'INSEE. L'INSEE met sur Internet tous les nombres de naissances par jour depuis 1968. Et du coup, j'ai été voir ça. Et du coup, j'ai tracé le nombre de naissances par jour les premiers mois de 1968 sur 120 jours, c'est-à-dire 3 mois. Et du coup, est-ce que quelqu'un dans la salle peut me montrer les 3 pleines lunes qu'il y a sur ce graphe ? Alors, on me dit dans la salle qu'il y a de plus en plus de naissances qui sont programmées. Oui, c'est vrai, mais c'est complètement négligeable à l'échelle de ces statistiques parce qu'on programme uniquement les femmes qui arrivent à terme. Et 95% des accouchements ont lieu bien avant le terme. Donc en fait, les accouchements programmés, déclenchés, concernent environ 1% des naissances. Et du coup, sont complètement négligeables vis-à-vis de ce type de statistiques. Donc après, vous pouvez dire, ouais, peut-être que c'est un conférencier méchant, il a pris pile les 3 mois où on ne voit pas l'influence de la Lune. Donc je l'ai aussi pris sur 1971. Voilà, est-ce que vous pouvez me montrer les 3 pleines lunes ? Enfin voilà, là je le fais juste simplement, mais il y a aussi des vrais chercheurs qui sont amusés à le faire le truc vraiment sérieusement en regardant sur plus d'1 million de naissances. Ils prennent 1 million de naissances, ils regardent quelle phase de la Lune le jour de la naissance, et ils font des stats et ils comparent en fonction des phases de la Lune et ils n'obtiennent pas d'effet. Et il y a des dizaines de publications sur le sujet dans beaucoup de pays, dans différentes périodes. Et donc voilà, on sait qu'il y a plus de naissances au printemps, moins en hiver, il y en a un peu moins le dimanche, mais il n'y a aucun effet des phases de la Lune sur les naissances. Et d'ailleurs, mon dernier accouchement, il y avait un panneau à la maternité qui l'expliquait, qui faisait les stats sur la maternité, qui montrait qu'il n'y a aucun impact. Il n'y a pas d'impact sur la pleine lune, sur les naissances. Mais du coup, pourquoi est-ce que les infirmières y croient ? Et je voudrais être très clair, moi je respecte énormément la sage-femme qui a accouché mes 2 enfants, enfin les sages-femmes qui ont accouché mes 2 enfants, et elles font un très bon travail, et je les admire sur beaucoup de titres, et c'est pas du tout une critique vis-à-vis des infirmières, c'est juste essayer de comprendre pourquoi ces femmes qui sont compétentes, qui connaissent leur métier, peuvent croire, dur comme fer, qu'il y a plus de naissances les soirs de pleine lune, alors que manifestement pas. Alors, il y a plusieurs biais de raisonnement humain qui sont assez connus, je pense que les gens de la FIS connaissent bien. Tout d'abord, il y a l'exposition sélective. Typiquement, une sage-femme qui a eu une grosse journée aujourd'hui, elle va se dire, tiens, est-ce que c'était la pleine lune ? Si c'était le cas, ça va renforcer sa croyance. Si c'était pas le cas, elle va juste dire, c'était le hasard. Mais elle va pas penser à aller regarder si c'était la pleine lune les jours où il y avait eu peu de naissances. Donc, elle ne va regarder que les cas qui vont dans le sens de sa croyance. Deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle la mémoire sélective. Si elle a eu une grosse journée et que c'était la pleine lune, c'est un phénomène marquant, elle va le retenir. Après, il faudrait aussi définir qu'est-ce que c'est la pleine lune. À l'œil nu, on a l'impression de voir la pleine lune à peu près 20-25% du temps. Du coup, c'est quand même assez facile d'avoir une journée où on a beaucoup de boulot, un soir de pleine lune. Par contre, s'il a eu une grosse journée, mais que c'était pas la pleine lune, ça va être beaucoup moins marquant comme phénomène, et du coup, elle va l'oublier. Et elle ne va retenir dans sa mémoire que les cas où il y avait du boulot et la pleine lune. Et ensuite, il y a le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est qu'on lit que ce qu'on a envie de lire. On fréquente des gens qui pensent comme nous, et discuter avec des gens qui pensent comme nous, c'est très agréable. Par contre, ça sert absolument à rien pour savoir si quelque chose est vrai. Au contraire, pour savoir si quelque chose est vrai, il faut aller voir les arguments du camp adverse, et ça, c'est fatigant.
ça demande un effort, c'est pas agréable, et du coup, la plupart du temps, on a tendance à l'éviter. Mais c'est la seule façon de vraiment se demander si quelque chose est vrai. Et souvent, par facilité, on ne le fait pas. Se confronter à une information qui contredit nos croyances demande un effort, et c'est beaucoup plus facile de les ignorer. Donc, le biais de confirmation, c'est vraiment ce phénomène-là, c'est qu'on ignore tout ce qui contredit nos croyances. Et typiquement, le cerveau humain a une très très mauvaise perception du hasard. On va surestimer les coïncidences, c'est-à-dire, effectivement, par coïncidence, il y a bien un soir où il va y avoir beaucoup de naissances un soir de pleine lune, et du fait de cette coïncidence-là, les sages-femmes vont en déduire qu'il non seulement il y a une corrélation, elles vont se dire, ben voilà, quand il y a la pleine lune, il y a plus de naissances, mais en plus, elles vont croire que la pleine lune, c'est ça qui cause le fait qu'il y a plus de naissances, alors que c'est juste une coïncidence. Et le cerveau humain a énormément de difficultés à appréhender les phénomènes multifactoriels et aléatoires, et surtout, l'homme ne supporte pas de ne pas comprendre. Et du coup, si un soir, il y a plein de boulot et que le lendemain, il n'y en a pas, et ben, plutôt que de se dire « on ne sait pas pourquoi, c'est le hasard », on va se dire « c'est la pleine lune ». Donc les perceptions humaines ne sont pas fiables. Ça, c'est vraiment le premier message de cette introduction. Et c'est pour ça qu'on a créé la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est juste la façon de raisonner pour éviter de tomber dans ces biais. Je vais encore me reposer un petit peu. On va faire une petite expérience. Donc là, on a 4 cartes, E, K, 4 et 7. Et derrière ces cartes, il y a un autre symbole décrit. Et donc, je vais vous demander quelle carte vous devez retourner pour vérifier si la règle, s'il y a une voyelle d'un côté d'une carte, alors il y a un nombre pair de l'autre. Donc voilà, on a une voyelle d'un côté, typiquement le E, et on veut savoir s'il y a forcément un nombre pair derrière. Et du coup, je vous demande quelle carte il faut retourner pour savoir si c'est vrai, et le minimum de cartes qu'il faut retourner pour savoir si c'est vrai. Je vous laisse quelques instants. Donc, on a une personne qui dit E et 7. Quelles sont vos réponses ? E, uniquement E, E et 4, E et 4. Qui dit E et 4 ? Levez le bras. À peu près 30%. Qui dit E et 7 ? Levez le bras. À peu près 20%. Et les autres et que le 7 ? Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Donc la vraie réponse, c'est E et 7. Pourquoi ? Parce que le E, il faut à tout prix le retourner, parce que s'il y a un nombre impair derrière, on sait que c'est faux. Bon, voilà. Si derrière le E, on a un 7, on sait que la règle est fausse. Et le 4, ça ne sert absolument à rien de le retourner, en fait. Parce que si derrière le 4, il y a une voyelle ou une consonne, ça ne change rien. Si derrière le 4, il y a effectivement une voyelle, ça fait un cas qui marche, mais les cas qui marchent, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Effectivement, notre cerveau a tendance à chercher les cas qui marchent, mais en vrai, ça ne sert absolument à rien pour savoir si la règle est vraie. Pour savoir si la règle est vraie, il faut retourner le 7, parce que si derrière le 7, il y a une voyelle, on sait que la règle est fausse. Voilà, c'est juste pour illustrer le fait qu'on cherche les cas qui marchent, alors que si on veut savoir si c'est vrai, il faut chercher les cas qui ne marchent pas. On aura toujours des cas où ça marche. Si vous avez une horloge qui est en panne, elle sera quand même à l'heure 2 fois par jour. Et on pourra trouver des cas où elle marche. Mais c'est tous les cas où elle ne marche pas qui nous intéressent. Donc si vous cherchez des raisons de croire, vous en trouverez. Il suffit d'un seul signe noir pour montrer que tous les signes sont blancs. Donc si on veut savoir si tous les signes sont blancs, il ne faut pas chercher des signes blancs, il faut chercher des signes noirs. Et donc pour essayer de savoir si quelque chose est vrai, il faut essayer de montrer que c'est faux et ne pas y arriver. Il faut se confronter à la réalité en faisant des expériences, des mesures, s'intéresser aux échecs, aux arguments du camp opposé, et comparer la même expérience avec et sans les faits. Donc pour savoir si la biodynamie marche, on ne peut pas se fier à un témoignage, parce que comme celui des sages-femmes, d'aussi bonne volonté soit-elle, c'est pas fiable, ni au ressenti de ses partisans ou de ses détracteurs. Il faut regarder si la théorie de la biodynamie est compatible des connaissances scientifiques, essayer de mesurer un effet en comparant la culture biodynamique avec une culture comparable, et toujours explorer plusieurs hypothèses pour expliquer les résultats. Alors maintenant, on va passer à qu'est-ce que la biodynamie ? Donc la biodynamie, c'est une méthode d'agriculture qui a été inventée en 1924 par Rudolf Steiner. Donc Rudolf Steiner, c'est un philosophe
qui n'a jamais étudié l'agriculture ni travaillé dans un champ. Et son objectif en créant la biodynamie, c'était de restaurer le lien entre l'homme et les mondes spirituels. Alors, je voudrais juste faire un peu de contexte. En 1924, il y a beaucoup de bouleversements dans le monde agricole. On commence à voir les premières machines agricoles à vapeur. Typiquement, je vous ai mis une image d'une batteuse. Et du coup, on commence aussi à voir les premiers engrais. Du coup, on introduit de la chimie, on introduit des machines dans l'agriculture. On va pouvoir diminuer les travaux manuels, augmenter les rendements, mais ça modifie profondément la façon de faire l'agriculture. Et comme dans toute rupture technologique, il y a des gens qui s'y retrouvent et qui s'investissent complètement dans ce nouveau mode agricole et qui s'y plaisent. Et il y a des gens qui ne s'y reconnaissent pas du tout. Et il y a quelques agriculteurs qui, un peu en rejet de cette nouvelle agriculture, vont voir Rudolf Steiner, qui est un philosophe très connu, et qui leur demande dis-nous, comment est-ce qu'il faut faire l'agriculture traditionnelle? Comment est-ce qu'il faut faire l'agriculture la plus naturelle possible? Alors, Rudolf Steiner, en fait, il a fondé une doctrine, une spiritualité qui s'appelle l'anthroposophie. Il a fait beaucoup d'ouvrages, notamment La science de l'occulte en 1910. Quand on parle de sciences occultes, ça fait typiquement référence à ce livre-là et à la doctrine créée par Steiner. Et donc, quelles sont les croyances, les principales croyances de l'anthroposophie? Donc, il croit en l'influence des astres et la réincarnation. Il considère qu'il y a 4 forces cosmiques, donc physiques, surnaturelles, astrales et spirituelles, et que la personnalité d'un individu dépend de l'équilibre de ces 4 forces. Et juste un exemple, par exemple, les maladies en fait sont envoyées par les dieux pour tester pour nous aider à vaincre nos péchés dans le cadre de la réincarnation. Et du coup, c'est un mouvement qui est anti-vaccin, parce que les vaccins nous empêchent d'avoir une maladie qu'on aurait dû avoir, et ce qui sera un handicap dans notre processus de réincarnation. Ce qui est un argument quand même assez original pour les anti-vaccins. Les vaccins ne sont pas dangereux parce qu'ils risquent de vous induire des maladies, c'est plutôt qu'ils vont vous empêcher d'avoir des maladies, donc il ne faut pas se vacciner. Alors, la biodynamie, c'est juste l'application de la doctrine anthroposophique à l'agriculture. Alors, elle contient en fait assez peu de choses sur l'influence de la Lune. Il dit juste qu'il faut planter, faire germer et semer, donc toutes les activités où la plante a tendance à monter en lune montante, et couper, cueillir, récolter en lune descendante, donc toutes les activités où on a tendance à faire tomber. Et donc toute la biodynamie est basée uniquement sur son intuition. Je vous ai mis quelques citations. Donc on voit dans le rouge de la rose la force de Mars. La force de Jupiter colore les fleurs en blanc et en jaune. Dans une pomme, c'est effectivement Jupiter que vous mangez. Dans une prune, c'est Saturne. Et ma petite préférée, qui ouvre, je trouve, beaucoup de perspectives, la vessie du cerf est connectée aux forces du cosmos. Mieux, c'est presque l'image du cosmos. Donc je ne sais pas s'il y a des astrophysiciens dans la salle. Vous pouvez ranger vos télescopes, acheter une vessie de cerf, c'est beaucoup plus économique. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, il y a 8 préparations de base, dont la bouse de corne, dite préparation 500. Donc, c'est de la bouse de vache, si possible enceinte, qu'on va insérer dans une corne de vache et qu'on va enterrer pendant tout un hiver pour qu'elle capte les rayons cosmiques. Et ensuite, on va la diluer dans de l'eau avec à peu près 100 grammes pour 50 litres pour 1 hectare. Et donc ensuite, lors de cette dilution, on va le brasser avec un procédé de dynamisation, exactement 1 heure, avec un vortex énergique sans causer de projection d'eau. Donc voici quelques photos de bouse de corne, du coup enterrées pour passer l'hiver. Et voilà, de la récolte de bouse de corne. Et donc dynamisation dans un fût en cuivre, de préférence en cuivre, avant d'étendre, donc 100 grammes par hectare. Donc les vertus attribuées de la bouse de corne, c'est que ça favorise la vie du sol, ça constitue une structure gromeleuse, ça favorise les racines, ça renforce le lien entre la plante et le sol, et c'est censé rendre les cultures plus résistantes à la sécheresse. Donc j'invente rien, tout ça, c'est écrit très clairement et très pédagogiquement sur le site du mouvement de l'agriculture biodynamique. Une deuxième haute préparation vraiment phare en agriculture biodynamique, c'est la silice de corne. Donc c'est de préparation 501. Donc c'est du quartz, de la silice, qui est enterré tout un été, pas un hiver, et qui est pareil dilué à raison de 2 à 4 grammes par hectare. Donc c'est appelé la pulvérisation lumière, et ça renforce la lumière solaire, ça permet une meilleure relation avec la périphérie cosmique et avec le cosmos tout entier, et c'est aussi censé favoriser les racines. Alors il y a d'autres préparations.
qui sont un peu moins connus, mais notamment beaucoup de compost avec à base de différentes choses dans lesquelles on insère des plantes fermentées dans des vessies de serre, donc de l'ortie, la camomille, du pissenlit, donc des vessies de serre ou des crânes d'animaux domestiques aussi. Et il y a aussi parfois l'utilisation de cendres d'animaux domestiques ou de pelage d'oiseaux. Mais c'est un peu moins utilisé, c'est moins mis en avant. Alors, la biodynamie, donc elle a été décrite comme ça et fondée comme ça par Steiner, et elle a pratiquement pas bougé, hormis les ajouts de Maria Thun. Donc Maria Thun, c'est une infirmière qui est mariée à un professeur d'art et qui suit les thèses de Steiner, mais elle se dit non, mais il faut quand même vérifier expérimentalement que ce qu'on dit, ça marche, et elle essaye d'améliorer la biodynamie. Donc en 1952, elle publie des recherches qu'elle a faites sur des radis, où elle a planté chaque jour des radis, et elle a regardé le développement des radis en fonction de la position de la Lune devant les constellations du zodiaque. Alors il n'y a pas de mesure de paramètres objectifs sur les radis, elle ne fait elle se base sur son ressenti pour dire est-ce que ça marche mieux ou pas. Et du coup, à partir de ces observations, elle crée en 1963 le calendrier des semis de Maria Thun, qui aujourd'hui existe en 30 langues et qui est toujours édité. On doit être à la 55 ou 56e édition. Et elle a créé du coup son propre compost de bouse. Donc c'est la seule modification dans la théorie de la biodynamie depuis Steiner. Alors, que je vous explique un petit peu. Donc, chaque constellation est associée à un élément et qui est associé à une partie de la plante. Donc, typiquement, les poissons, ça va être l'eau et du coup, ça va être associé à la feuille. Et du coup, si on fait des travaux qui ont un lien avec la feuille, il va falloir le faire un jour feuille. Donc, un jour feuille, c'est quand la Lune est devant la constellation du Poisson. Et pareil, le Bélier, ça va être l'élément chaleur et du coup, c'est tout ce qui va être lié aux fruits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cycle sidéral. C'est voilà, ils appellent comme ça des jours terre, des jours eau, des jours feu, et il faut faire les travaux en fonction du jour associé. Et donc ça, c'est le cycle en fonction de la Lune devant la position des zodiaques. Mais ils n'utilisent pas que ce cycle-là. Il y a aussi plein d'autres paramètres qui prennent en compte. Donc notamment, il faut rien faire pendant les nœuds lunaires, ce qui est à peu près 4 jours par mois. Ils prennent en compte les autres planètes. Il y a aussi plusieurs cycles, donc ils prennent aussi en compte les phases de la Lune, donc la position dans les constellations du zodiaque, la distance Terre-Lune et la hauteur de la Lune devant l'horizon. Ils ont des recommandations parfois différentes suivant les plantes. Par exemple, à la pleine Lune, il faut faire les patates, mais les haricots, ça va être à la nouvelle Lune. Donc les recommandations sont parfois contradictoires et du coup on a plusieurs mouvements suivant si on suit plus tel cycle qu'un autre cycle. Et ça tient aussi compte des fêtes religieuses catholiques. Et en fait, c'est extrêmement complexe. Ça conduit à des précisions très précises, du style, le premier ne jardinez pas après 7h35, ou le 20 ne jardinez pas entre 7h10 et 7h15. Moi, de toute façon, je ne suis pas levé. Alors, est-ce que c'est marginal ou est-ce que c'est développé comme type d'agriculture ? Il y a environ 5350 agriculteurs biodynamiques et acteurs de la filière biodynamique dans le monde, qui sont répartis dans 50 pays. Ça représente à peu près 190 000 hectares de surface agricole, ce qui est à peu près 0,7% de la surface agricole française. Donc, c'est pas énorme, mais c'est pas non plus complètement anecdotique. En tout cas, c'est 2 fois plus de gens que d'abonnés à Sciences et Pseudosciences. Donc, et alors, le principal label de vente de produits biodynamiques, c'est Déméter. Donc, en France, il y a 511 domaines Déméter, et ça représente à peu près 1% de la surface bio française. Donc, le vin biodynamique est vendu dans la chaîne Biocop, où il vous sera présenté comme plus bio que bio, et tout à fait intéressant. Et Pierre Rabhi a pratiqué la biodynamie et est assez proche de ce mouvement. Alors voici une petite carte qui est sur le site de Déméter où il présente l'agriculture biodynamique dans le monde. Avec donc c'est surtout développé, donc on voit l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et puis un peu partout dans le reste du monde. Enfin voilà. Donc j'en ai fini avec la présentation de ce que c'est que la biodynamie. Et maintenant on va faire un petit peu de physique parce que moi je suis physicien et j'aime ça. Alors que dit la physique ? La physique a dit qu'il y a 4 forces fondamentales qui permettent d'expliquer toutes les expériences de physique qu'on a fait dans les laboratoires
et dans l'espace. La première, c'est la gravitation, qu'on connaît tous. 2 corps massiques s'attirent avec une force qui décroît en fonction de la distance. C'est la force qui fait qu'on est attiré par la Terre, c'est la force qui fait que la Terre tourne autour du Soleil. La deuxième force fondamentale, c'est l'électromagnétisme, qui regroupe tout ce qui est phénomène électrique et magnétique. Et surtout, son moyen d'interaction, c'est surtout les ondes électromagnétiques, qui couvrent une gamme assez large. Ça va donc des ondes radio aux infrarouges, à la lumière visible. Donc toute la lumière visible qu'on voit, c'est des ondes électromagnétiques, mais aussi les rayons X et les rayonnements gamma radioactifs. Et il y a deux autres forces fondamentales qui sont l'interaction nucléaire faible et l'interaction nucléaire forte. Alors celle-ci, je ne vais pas du tout en parler parce que leur rayon d'action est extrêmement faible. Pour l'interaction nucléaire faible, on est à 100 millions de fois plus petit qu'un atome, le rayon d'action. Et l'interaction nucléaire forte, c'est 1 million de fois plus petit qu'un atome. Donc sur la distance Terre-Lune, je peux vous dire qu'on s'en fout. Donc je ne vais pas parler de ces deux forces-là, et on va parler uniquement de gravitation et d'électromagnétisme, qui du coup sont les 2 seules forces candidates pour expliquer un impact de la Lune sur la Terre. Donc premier effet possible, l'électromagnétisme, c'est-à-dire la lumière visible et invisible. Alors les plantes sont très très sensibles à la lumière, c'est-à-dire au rayonnement électromagnétique d'un astre en particulier, qui est le Soleil. Le Soleil est indispensable aux plantes parce qu'il produit de la chaleur et que les rayonnements du Soleil sont indispensables aux réactions chimiques de photosynthèse qui permettent à la plante de croître. Mais est-ce qu'elles sont aussi sensibles à la lumière de la Lune ? Alors, le premier truc qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la Lune n'émet pas de lumière. La Lune ne fait que réfléchir la lumière du Soleil qui lui arrive et la renvoyer vers nous. Donc les propriétés fondamentales de la lumière qu'on reçoit de la Lune sont un peu différentes, mais pas très différentes de ce qu'on reçoit du Soleil. Par contre, la quantité qu'on reçoit est beaucoup plus faible. Le flux de lumière à la pleine Lune, ça se mesure en lux, c'est de l'ordre de 0,25 lux, alors que le flux de lumière du Soleil, c'est de l'ordre de 100 000 lux quand on est vraiment en plein été au Soleil, à 20 000 lux quand on a un ciel couvert en été. Donc, en gros, si on fait le calcul, la luminosité entière que reçoit une plante pendant une nuit de pleine lune, c'est équivalent au passage d'un nuage pendant 1/10 de seconde devant le Soleil. Donc, c'est extrêmement faible. C'est complètement négligeable. Et en plus, la durée du jour change tous les jours. Et si on a un jour qui est 2 minutes plus long, ça pèse à peu près autant en termes de luminosité reçue par la plante que 20 000 pleines lunes. Donc, le fait de planter tel jour ou tel autre jour, va avoir beaucoup plus d'impact sur la luminosité reçue par la plante que de le faire en fonction de la phase de la Lune ou un jour feuille ou un jour racine. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un impact de la lumière réfléchie par la Lune. Deuxième candidat, du coup, la gravitation. Alors, l'explication biodynamique de pourquoi est-ce que la Lune a une influence sur les plantes, c'est ce qu'on appelle la théorie des marées biologiques, qui est une théorie qui a été proposée par Arnold Lieber, qui est un psychiatre américain, que je peux résumer à peu près comme ça. En gros, la Lune influence les marées, donc elle influence l'eau. Le corps est constitué à 60% d'eau. Du coup, la Lune influence l'eau de notre corps, et du coup, ça influence son fonctionnement. Qui, dans la salle, a déjà entendu parler de cette théorie ? Voilà, on a bien 30% des gens. Eh bien, la version biodynamique, c'est exactement ça, sauf que c'est pour les plantes. Eh bien, pas du tout. Mais pas du tout, en fait. La théorie des marées biologiques, c'est juste une mauvaise interprétation de la gravitation. Parce que, premièrement, la gravitation agit sur tous les corps, et pas uniquement l'eau. La gravitation agit exactement de la même façon sur l'eau qu'il y a dans mon corps et sur la partie qui n'est pas de l'eau dans mon corps. Et du coup, ça ne va pas du tout déformer mon corps d'une quelconque façon. Et du coup, il n'y a pas de raison que ça ait une influence sur le fonctionnement de mon corps. Et ensuite, je me suis amusé à vous mettre un petit tableau avec le champ gravitationnel. Donc, c'est l'amplitude de la force gravitationnelle sur nous, donc de la Terre. Donc, on connaît la constante G que vous connaissez tous si vous vous souvenez bien de vos cours de physique à l'école. Et j'ai mis aussi du coup l'impact gravitationnel du Soleil et de la Lune. Et alors le premier truc qu'on voit, c'est que le deuxième impact gravitationnel après celui de la Terre, c'est celui du Soleil. Parce que la Terre tourne autour du Soleil et elle ne tourne pas autour de la Lune. Et du coup,
si on s'intéresse à l'impact gravitationnel sur les plantes ou sur nous, faut d'abord s'intéresser à celui du Soleil plutôt qu'à celui de la Lune, parce qu'il est environ 160 fois plus grand. Je parle uniquement de l'amplitude de la force qu'on reçoit. Et on peut tout à fait répondre, oui, mais c'est pas l'amplitude en elle-même qui compte, c'est sa variation. Bon, très bien. Et la théorie prend quand même se base surtout sur l'exemple des marées. Alors, on va parler un peu de physique des marées. Alors, si je vous pose la question, je suis sûr que vous allez à peu près tous me répondre que la Lune tourne autour de la Terre. On est d'accord ? C'est pas exactement ça, en fait. C'est pas tout à fait exact. En fait, la Lune tourne autour du centre de gravité du système Terre-Lune. Le centre de gravité du système Terre-Lune, c'est la moyenne de la position de la Terre et de la Lune en pondérant par les masses. Donc il est beaucoup plus proche de la Terre que de la Lune, et c'est pour ça que souvent on le néglige. Mais la Lune tourne autour du centre de gravité du système Terre-Lune, et la Terre aussi. La Terre aussi tourne autour de ce centre de gravité. Et du coup, la Terre est soumise à deux forces. La gravitation, c'est-à-dire l'attraction de la Lune sur la Terre, qu'exerce la Lune sur la Terre, et la force centrifuge. Parce que quand on tourne autour d'un point, c'est comme dans les manèges, il y a une force qui a tendance à nous éjecter vers l'extérieur. Et plus on est loin du centre, plus cette force est grande, et plus on est près, plus elle est faible. Et au contraire, la gravitation, plus on est près, plus on est attiré, et plus on est loin, moins c'est grand. Du coup, si on applique ça à la Terre, en fait, au centre de la Terre, très exactement au centre de la Terre, la force centrifuge du fait que la Terre tourne autour et la force de gravitation de la Lune sont équilibrées. C'est ça qui fait que la Terre a un mouvement régulier, et le système Terre-Lune a un mouvement régulier. Par contre, si on regarde la face de la Terre qui est la plus proche de la Lune, comme elle est plus près de la Lune, l'attraction gravitationnelle est plus forte et le mouvement centrifuge est plus faible. Du coup, on va avoir un bourrelet d'eau qui va apparaître sur cette face-là. Alors, la déformation est assez faible, on est de l'ordre de 10 exposant moins 7, mais vu la taille de la Terre, ça fait quelques mètres. Et de l'autre côté, pareil, on a une force centrifuge qui est plus faible et une force de gravitation... Non, une force centrifuge qui est plus forte et une force de gravitation qui est plus faible, ce qui fait qu'on a aussi un bourrelet d'eau. Et du coup, ce qui fait les marées, c'est pas tellement l'attraction gravitationnelle de la Lune, c'est la différence d'attraction gravitationnelle de la Lune entre les deux faces de la Terre. Les marées n'existent que parce qu'il y a 10 000 km, plus de 10 000 km entre les deux faces de la Terre. Du coup, là, je vous ai mis sur ce tableau le terme de force de marée, c'est-à-dire le différentiel de gravitation, la variation d'attraction gravitationnelle en fonction de la distance, de la Terre, de la Lune et du Soleil. Ou alors de la Terre, pourquoi ? Parce que si je monte d'1 mètre, je suis plus loin du centre de la Terre, et du coup je suis moins attiré par le centre de la Terre. Je pèse moins lourd si je m'élève. Et donc ça a un impact qui est très faible, de l'ordre de 3 10 moins 7. Mais celui de la Lune et celui du Soleil, donc ce qui crée les termes de marée, c'est du 10 moins 14 et du 10 moins 15. Donc par rapport à la variation de gravité juste du fait qu'on change d'altitude sur Terre, on est de l'ordre de 10 exposant moins 8. Donc c'est des termes qui sont extrêmement faibles et qui n'ont un impact que parce qu'il y a plus de 10 000 km entre les deux faces de la Terre. Et alors le terme de marée de la Lune est à peu près 3 fois plus important que celui du Soleil. C'est pour ça que c'est la phase de la Lune qui décide les coefficients de marée. En fait, le Soleil est beaucoup plus massif et nous attire beaucoup plus, mais comme il est beaucoup plus loin, le différentiel est plus faible. Donc on tourne autour du Soleil, c'est lui qui domine en termes d'attraction gravitationnelle, par contre en termes de marée, c'est la Lune qui domine parce qu'elle est plus proche. Donc quand on est à la pleine Lune, le Soleil est d'un côté et la Lune de l'autre côté, du coup les deux effets s'additionnent. Quand on est à la nouvelle Lune, ils sont du même côté et du coup les effets s'additionnent aussi. Et quand on est en Lune intermédiaire, ils s'annulent et du coup on a des coefficients de marée qui sont plus faibles. Donc maintenant, qu'est-ce que ça fait si on applique ça à une plante d'à peu près 1 mètre de haut ? Donc une plante d'1 mètre de haut, elle subit l'attraction de la pesanteur terrestre, ce qui a beaucoup d'impact sur elle parce que du coup elle doit lutter pour s'élever, pour pousser, pour se maintenir droite. Et voilà, si on normalise à peu près à 1,
La différence de pesanteur entre le haut et le bas de la plante, c'est de l'ordre de 3-10-7, je vous disais. Et les variations journalières à cause du terme de marée, ça va être de 10-7 à 5-10-8. Donc c'est très faible. Et surtout, si on considère le vent qui berce la plante ou les vibrations causées par une voiture qui passe à côté, ça va conduire à une accélération, ce qui en physique est tout à fait comparable à une force, et ce qui est de l'ordre de 10-3. Donc ça a 10 000 fois plus d'influence qu'il y ait un peu de vent qui pousse la plante que les phases de la Lune. Et surtout, les phases de la Lune, c'est pas ça qui fixe. Ça ne va faire que varier l'amplitude du terme de marée. Parce que, donc là, je vous ai tracé un impact illustratif de l'impact de marée, de l'impact gravitationnel du terme de marée sur une plante. Et on voit que ça varie 2 fois par jour, parce qu'il y a 2 marées par jour. Et du coup, le fait qu'on soit à la pleine lune, ça va juste changer l'amplitude de cette variation, mais ça ne va pas changer la nature. On ne peut pas dire à la pleine lune, il y a plus d'attraction gravitationnelle, parce que la variation, ça varie de haut en bas 2 fois par jour. Et à la pleine lune, on a juste un peu plus, ou à la nouvelle lune un peu moins, mais à la lune intermédiaire un peu moins, mais ça ne change pas du tout. On ne peut pas parler de jour de pleine lune, il va y avoir plus d'attraction gravitationnelle. Si on voulait prendre en compte cette influence-là, qui est complètement négligeable, il faudrait regarder heure par heure en fonction du niveau de la marée, quoi. Alors, la position de la Lune devant les constellations du zodiaque. Je vais être clair, c'est ni plus ni moins que de l'astrologie pour les plantes. Et l'astrologie, ça n'a aucun fondement scientifique. Tout d'abord, les constellations n'existent pas. Ce qu'on voit comme constellations, c'est des étoiles qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres, qui sont très éloignées les unes des autres. Et si on les regardait depuis un autre point de l'univers, elles n'auraient pas du tout cette tête-là. Et il n'y a aucun mécanisme d'action crédible. Et en plus, c'est surtout réfuté par les faits. C'est-à-dire que les astrologues ne parviennent pas à retrouver le signe de quelqu'un à partir de son profil. Si on leur présente quelqu'un et qu'on leur demande de quel signe il est, ils ne font pas mieux que le hasard. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Et quand on fait les mesures, on ne trouve pas de similitude entre des gens ayant le même signe. Donc, si on résume un peu sur la gravitation, la physique des marées ne prédit pas d'impact gravitationnel de la Lune sur les plantes, l'impact de la lumière non plus. Et donc, en conclusion, il n'y a pas d'effet attendu des autres astres que le Soleil sur les plantes. Alors, la bouse de corne, c'est pas si bête, parce que la bouse de vache, c'est un très bon engrais. Ça, c'est clair. Par contre, la bouse de vache, quand elle est utilisée en agriculture, typiquement en agriculture bio, il faut en mettre entre 10 et 50 tonnes par hectare. Et ça fournit de l'azote au sol. Donc, en biodynamie, quand on met 100 grammes par hectare, c'est 100 000 fois moins. C'est un peu comme si vous invitez un pote à dîner et que vous lui serviez un steak de 1 milligramme. Aussi bien cuisiné soit-il, je pense qu'il restera sur sa faim. Alors la silice de corne, c'est à peu près 4 grammes par hectare. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce que la silice est intéressante pour les sols ou pas. En agriculture conventionnelle, on considère qu'il y a largement assez de silice dans les sols, il n'y a pas besoin d'en ajouter. En agriculture bio, ils considèrent qu'il y a quelques cas où ça peut valoir le coup d'en mettre. Je n'ai pas d'avis là-dessus et je serais bien incapable de me prononcer. Par contre, je me suis amusé à calculer les apports de silice par la poussière atmosphérique. Parce que on trouve facilement sur Internet la quantité de poussière qui s'y dépose par hectare, et on trouve aussi facilement des analyses chimiques de cette poussière. Et j'ai calculé qu'on était à peu près 1 kg de silice par an par hectare. Alors évidemment c'est très approximatif, c'est peut-être 200 grammes, c'est peut-être 1 kg, j'en sais rien. Mais en tout cas, 4 grammes par rapport à 1 kg naturel, il va y avoir la poussière, je pense que c'est complètement négligeable. Les 4 grammes, alors je sais pas, effectivement, peut-être qu'ils font plusieurs épandages dans l'année, mais bon, ils en font pas plus de... Si on met un facteur 5, on est encore très loin du compte. Donc, la théorie ne prédit pas d'impact des astres sur les plantes. Le soleil et la météo ont un impact très important, et les forces de marée sont très faibles et incompatibles des effets annoncés. On n'a pas d'effet attendu des préparations 500 et 501 en biodynamique. Et surtout, je voudrais insister sur le fait que la biodynamie est fondée sur l'anthroposophie. Et l'anthroposophie, c'est de la poésie, c'est des associations d'idées et des symboles. C'est pas forcément la réalité. C'est très beau de dire que quand les plantes montent, il faut faire ça à la lune montante. C'est joli, c'est poétique. J'ai aucun avis là-dessus. Par contre, c'est pas parce que c'est joli que c'est vrai. C'est un peu comme si je vous disais que si vous voulez devenir riche, il faut manger des financiers.
Parce que les financiers, moi ça me fait penser aux traders à la défense qui gagnent beaucoup d'argent. Du coup, mangez des financiers, vous serez riche. C'est sympathique, mais c'est pas pour ça que c'est vrai. Et maintenant, on va passer à la partie expérimentale, les mesures qu'on peut faire. Donc, ce que je trouve très beau, moi, dans la méthode scientifique, c'est qu'on peut avoir une super théorie qui nous dit, effectivement, la théorie prédit qu'il n'y a pas d'impact de la biodynamie sur l'agriculture. Néanmoins, on va quand même se dire, on ne sait pas, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que la théorie n'est pas complète, et on va quand même faire des expériences pour aller vérifier. Et on a quand même cette ouverture d'esprit d'aller vérifier, se confronter à la réalité, pour être sûr que nos modèles sont bien bons. Alors, d'abord, je vais faire un peu d'histoire. Les cycles de la Lune sont très présents dans les traditions agricoles, et autres traditions aussi. Et notamment, donc, si on remonte un petit peu, même dans l'Antiquité, il parle de l'influence de cultiver avec la Lune. Et donc, le jardinier de Louis XIV consacre un chapitre de son ouvrage aux effets sur la Lune sur les plantes horticoles. Et alors, ses conclusions sont sans appel. Après plus de 30 ans de pratique, il considère que tout ce qu'il a appris par ses observations longues et fréquentes, exactes et sincères, a été que ces décours ne sont simplement que dires de jardiniers malhabiles. Ils ont cru par là non seulement mettre à couvert leur ignorance à l'égard des points principaux du jardinage, mais en même temps, ils ont espéré s'acquérir par ce jargon quelques croyances auprès des honnêtes gens qui n'entendent rien à l'agriculture. C'est du vieux français, c'est compliqué, mais en gros, c'est pas gentil pour les gens qui croient à l'influence de la Lune. Un autre point aussi, c'est qu'il y a toujours eu des traditions sur l'influence de la Lune pour planter, mais qui ne sont pas cohérentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent qu'il faut planter et faire germer à la Lune montante, et il y en a qui disent qu'il faut s'occuper des fruits, de toutes les plantes qui sont dans le sol à la Lune montante, et de tous les fruits, arbres fruitiers et tout ça, à la Lune descendante. Donc, il existe plusieurs croyances contradictoires. Ce qu'avait d'ailleurs remarqué Olivier de Serres, qui est un peu le père de l'agronomie française, qui en 1805 avait remarqué que les jardiniers d'Avignon et ceux de Nîmes, quoique sous le même climat, ne sont pas d'accord sur tout, faisant heureusement les uns en une lune ce que les autres font en une autre. Duhamel du Monceau, qui est un mec assez intéressant, je vous conseille d'aller voir, c'est un agronome, ingénieur, il a fait de l'ingénierie navale, de la pêche, de la culture et de la conservation du froment, il avait une grosse entreprise de froment, et de la gestion des forêts, c'est une espèce de mec touche à tout assez passionnant, qui a lui-même expérimenté la culture avec la Lune, parce que pourquoi pas, il fallait essayer, et il considère qu'il faut abandonner ces pratiques comme tout à fait ridicules et opposées à la bonne physique, qui est toujours soumise à l'expérience. Et donc on arrête l'aspect historique et maintenant on regarde un peu de publications scientifiques. Donc j'ai une publication dans Nature en 1946 qui fait la synthèse des différentes études disponibles sur les effets de la Lune. Et donc il y a 23 études publiées dans des revues à comité de lecture avec la méthode scientifique sur les rendements et les dates de germination. Et il ne trouve aucun impact significatif de l'influence de la Lune sur les plantes. Voilà. Donc c'est plié expérimentalement et théoriquement. On ne s'attend à aucun effet des phases de la Lune sur les plantes. Après, là je vous ai parlé de l'influence de la Lune, mais la biodynamie, ce n'est pas que l'influence de la Lune. On a vu, il y a plein d'autres cycles, qui dépendent un peu tous de la Lune, mais il y a plein d'autres cycles, et il y a aussi les préparations biodynamiques. Du coup, ce qui serait intéressant, c'est de comparer l'agriculture biodynamique directement avec une agriculture comparable, expérimentalement. Et donc ça a été fait. Il y a une publication en Science en 2002, qui est une étude de 21 ans, et qui a mesuré de façon chiffrée la production et la qualité des sols, en comparant 4 types de cultures, biodynamique, bio, conventionnel avec fumier et conventionnel sans fumier, avec les mêmes espèces et le même climat. C'est une sacrée étude, je pense que c'est quand même assez béton comme façon de procéder. Et donc leurs résultats, ils retrouvent que le rendement du bio et de la biodynamie est inférieur de 20% au conventionnel sur les patates, ce qui est un résultat assez connu et classique, rien de nouveau. La consommation d'engrais et de pesticides est largement réduite en bio et en biodynamie. Bon, là aussi, on s'y attendait. La qualité du sol, c'est-à-dire la quantité de vers de terre et de bactéries, est meilleure en bio et en biodynamie. Ça, là aussi, classique, on s'y attendait. Par contre, il n'y a pas de différence notable entre le bio et la biodynamie sur 21 ans. Une autre publication qui compare des salades conventionnelles bio et biodynamiques, qui mesure la teneur en polyphénol et antioxydants dans les salades, qui ne trouve aucune différence significative entre ces 3 modes de production, et qui retrouve que le rendement du bio et du biodynamique sont plus faibles que le conventionnel.
Une publication qui est super intéressante, qui est vraiment pour moi la publication de référence, la méta-analyse sur la biodynamie. Donc, il a fait une méta-analyse sur 5 publications sur les rendements en biodynamie, qui, comparé à du bio, ne trouve aucune différence liée à l'ajout de préparation biodynamique. Et il y a une publication qui trouve un rendement meilleur en bio qu'en biodynamique. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'être agriculteur biodynamique, c'est très contraignant. C'est beaucoup plus contraignant que d'être agriculteur bio. Il y a beaucoup plus de rythmes à respecter, de choses à faire. C'est beaucoup plus complexe. Et donc, c'est plus de travail pour un rendement identique ou moins bon. Sur la rentabilité, il y a des études qui ont comparé et qui ont conclu que le bio était plus rentable que le biodynamique. Et le choix du consommateur, c'est-à-dire si on met des produits en aveugle et que les gens choisissent comme ça le produit qu'ils préfèrent, ils préfèrent le bio au biodynamique. Il y a aussi eu des publications sur des études sur le vin, où notamment ils ont fait 7 ans de mesures en comparant des vignes bio et des vignes biodynamiques, avec ajout de cornes de bouse et de silice, en faisant des analyses du sol sur les 15 premiers centimètres. Et ils ne trouvaient aucune différence notable entre le bio et la biodynamie. Ils ont analysé les feuilles, pas d'impact. Et il y a aussi des études sur le compost. Donc notamment, il y a une étude de Carpenter & Box en 2000 qui compare le compost biodynamique avec un compost normal et qui trouve que le compost biodynamique a une température plus élevée et plus de nitrates, ce qu'ils interprètent comme plus d'activité microbienne. Et ils disent que c'est peut-être effectivement la vessie de serre fermentée avec des plantes dedans qui, insérée, va changer la qualité du compost. Et donc les auteurs concluent à l'utilité de certains apports. Mais il y a une autre étude en 2010 de Reeves qui trouve que la biodynamie réduit la température et le taux de nitrate dans le compost. Donc voilà, on a 2 études avec des résultats contradictoires. On est typiquement dans des cas de faux positifs et de faux négatifs. Et c'est des résultats qui sont juste liés au hasard. Il n'y a peut-être pas une très bonne reproductibilité des études sur le compost. Mais pourquoi est-ce qu'il y a quand même des études qui voient un impact de la Lune ? Parce que voilà, je vous ai parlé du biais de confirmation. Je ne voudrais pas tomber dans le biais de confirmation et moi-même ne regarder que les études qui ne voient pas d'impact de la biodynamie. Donc j'ai aussi été regarder les publications qui voient un impact de la Lune et de la biodynamie en général. Donc typiquement Mariatoun, Golisko, Spies et Zurer. Et du coup, pourquoi ? Alors déjà, il y en a beaucoup moins. Et pourquoi est-ce qu'ils voient un impact de la Lune ? Et alors moi, je fais l'hypothèse, et je suis intimement convaincu, que ces gens-là sont honnêtes, et que s'ils voient un impact de la Lune, c'est pas parce qu'ils sont des menteurs, c'est juste qu'ils ont un petit problème de méthode. Alors, revenons sur la méthode scientifique. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie publication scientifique ? Tout d'abord, on dit une hypothèse. On veut tester une hypothèse, et une seule, et on la précise. On dit, voilà, le rendement dépend des phases de la Lune. Ensuite, on va faire une mesure. On va regarder le rendement en fonction des phases de Lune, on va planter à différents moments et on va obtenir une courbe. Et on va se dire que ce résultat-là, il dépend beaucoup de la météo, du temps qu'il a fait, est-ce qu'on avait des parasites ou pas. Du coup, on va faire plusieurs expériences. On va faire ça pendant 2, 3, 4 ans. On va obtenir plusieurs résultats qu'on va moyenner. Et ensuite, on va donc obtenir une seule courbe et on va calculer l'incertitude associée à cette mesure. Et si les variations qu'on voit sont plus grandes que l'incertitude, on pourra valider l'hypothèse. Et si c'est inférieur à l'incertitude, on pourra réfuter l'hypothèse. Et donc ça conduit à une publication. C'est un gros boulot, mais ça fait qu'un seul papier. Et ensuite, en sciences, il va y avoir un autre chercheur qui va se dire « Ah bah oui, mais est-ce que moi aussi je retrouve les mêmes résultats ?» Il va regarder, c'est ce qu'on appelle la reproductibilité. Et quand on aura 2, 3, 4, 5 publications qui seront toutes d'accord entre elles, on pourra faire des méta-analyses, avoir une publication de synthèse. Et c'est sur la base de ces méta-analyses, qui est au plus haut dans la pyramide des preuves, que là on va pouvoir dire oui, il y a un consensus scientifique sur le fait qu'on ne voit pas d'impact du rendement lié aux phases de la Lune. Les publications qui biodynamiques, qui voient un intérêt dans la biodynamie, ne fonctionnent pas comme ça. Donc, ils font des expériences, mais typiquement Mariatoun, c'est des mesures qui sont basées sur le ressenti. Ça se voit que mes radis, ils sont mieux. Et on a bien vu qu'avec nos sages-femmes que c'est pas fiable. Et même typiquement, Mariatoun, elle a fait ses expériences pas mal dans sa vie, et il y a des fois où elle trouvait des résultats qui étaient un peu contradictoires avec ceux qu'elle avait initialement.
où est trouvée des variations au sein de la journée, beaucoup d'autres cycles. Et elle n'en a pas déduit qu'il fallait abandonner sa théorie initiale que la position de la Lune devant les constellations du zodiaque avait un impact. Alors, il y en a aussi qui, à force qu'on leur dise « Non, mais arrête, tu peux pas juste dire ça se voit, il faut que tu le mesures », il y en a qui se sont dit « Bon, d'accord, on va mesurer ce qu'on voit ». Et du coup, on a quelques publications où ils font des mesures objectivables. Ils font une moyenne, et ensuite, ils cherchent l'hypothèse qui marche. Donc, ils vont regarder leurs mesures en fonction des phases de la Lune, des coefficients de marée, de la distance Terre-Lune, la constellation du zodiaque, la conjonction des planètes, la hauteur Lune-horizon et des fêtes religieuses catholiques. Et du coup, ils vont forcément, rien qu'avec le hasard, si je vous donne une courbe, n'importe laquelle, et que je vous dis de chercher une corrélation avec 10 autres paramètres, vous en trouverez forcément une. On peut montrer qu'il y a des corrélations entre le réchauffement climatique et le nombre de pirates, je crois. On trouvera une corrélation. Mais c'est pas pour ça que c'est vrai. On trouvera forcément une coïncidence. Et c'est pour ça que dans la méthode scientifique, on précise à l'avance quelle est l'hypothèse qu'on garde. Et surtout, ils ne font pas de calcul d'incertitude. C'est-à-dire que l'effet qu'ils observent est peut-être juste l'aléa climatique et juste lié au hasard. Et en plus, en général, les effets qu'ils observent sont assez faibles. C'est-à-dire que si vous demandez à un agriculteur biodynamique, oui, mais concrètement, ça pèse combien le fait de planter en fonction des phases de la Lune et de respecter ton calendrier, il ne saura pas vous répondre. Et dans les publiés en question, on est de l'ordre de quelques pourcents, ce qui est complètement dans les marges d'erreur de ce type d'expérience. Et du coup, à force qu'on leur dise « non, mais non, il faut que tu calcules ton incertitude », il y en a quand même quelques-unes où ils ont fait des mesures sur plusieurs années, ils ont fait la moyenne plus incertitude, et ils obtenaient aucun effet, ce qui ne les arrangeait pas. Du coup, ils se sont dit « ah mais tiens, en fait, si on supprime cette année-là, eh ben on a un effet ». Alors ça, bon, pour moi, ça c'est de la fraude scientifique. On revient sur l'introduction de tout à l'heure. Si on cherche des raisons de croire et si on cherche les cas qui marchent, on en trouvera. Mais il faut s'intéresser aux cas qui ne marchent pas. Donc si on enlève tous les cas qui ne marchent pas, ça ne veut rien dire. C'est un petit peu comme si je vous disais que à pile ou face, je ne sais faire que pile et que je vous montre jamais les cas où je fais face. C'est ce qu'on appelle le biais de sélection. Alors, un autre truc qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des publications qui sont contradictoires. Typiquement, Spies, en 1980, fait 3 années d'études sur les radis, donc les radis comme Maria-Thun, et il retrouve les facteurs classiques d'impact sur le rendement, la date de plantation, la température, la pluviométrie, mais il ne trouve aucun effet de la position de la Lune face aux constellations du zodiaque. C'est donc un résultat qui contredit directement les affirmations de Maria-Thun. Mais ils vont jamais en déduire qu'il faut abandonner le cycle de la position de la Lune devant les constellations du zodiaque de Maria-Thun. Ils vont le garder. Et ils vont juste rajouter quelque chose de plus. Donc si on compare, la méthode scientifique, c'est on a une théorie, un résultat expérimental. Si le résultat expérimental contredit la théorie, on va rejeter la théorie et on va chercher d'autres explications. Typiquement la météo. La méthode biodynamique, si on a un résultat expérimental qui contredit la théorie, on va dire « ah bah oui, mais c'est peut-être pas pareil pour les haricots ». C'est pour ça que si c'était pour les patates ou les haricots ou les radis, pouf, on rechange complètement les lois. Et puis Saturne était dans l'alignement de Jupiter, donc du coup ça ne peut pas marcher. Et puis c'était la Saint-Luc, alors ça ne peut pas marcher non plus, quoi. On trouvera toujours des excuses, des cas pour expliquer pourquoi ça ne marche pas. Et en fait, on va conserver la théorie, mais en la complexifiant. C'est une fuite en avant perpétuelle. Plus le temps passe, plus la théorie est complexe et moins elle est réfutée. D'un côté, on a la méthode scientifique où il faut beaucoup de mesures, mais vraiment énormément, des années et des années de travail pour valider un effet physique. Et en biodynamie, on a assez peu de mesures finalement, énormément d'effets supposés, à peu près autant d'effets fois le nombre de plantes. On ne contredit jamais la théorie principale, enfin la théorie initiale, même si les résultats contredisent la théorie. Alors, cette conférence est bientôt finie, mais on va parler juste un petit peu de vin biodynamique. Et donc le vin biodynamique qui est vendu à la Biocoop et dans un certain nombre de cavistes comme étant plus bio que bio et super. Donc j'ai mis quelques citations. Le vin biodynamique est incomparablement meilleur. Le vin biodynamique offre une longueur inégalée, une fraîcheur incomparable, un fruit éclatant et surtout un supplément d'âme sans égal. Ces vins ne cessent d'être reconnus pour leur qualité. Et une fois qu'on a goûté un vin biodynamique, on ne peut pas revenir à du vin classique. Comment savoir ?
comment est-ce qu'on fait pour savoir si le vin biodynamique est vraiment meilleur ? Parce que typiquement, souvent, les gens qui disent ça, ils disent « Ah bah oui, j'ai goûté un vin biodynamique, il était excellent, du coup c'est meilleur que les autres. » Mais t'en sais rien parce que t'as pas comparé avec un vin comparable en même temps. Et en fait, notre perception d'un vin va être très sensible au jour qu'il est, avec le plat qui l'accompagne et la façon dont il est présenté. Pour savoir si un vin biodynamique est meilleur qu'un autre vin, il faut comparer des vins comparables. Donc, faut comparer, avoir vraiment les deux verres, un vin biodynamique et un vin non biodynamique, pour avoir une référence. Il faut le faire en aveugle, parce que on a des a priori. Si on sait qu'il y a un vin qui est biodynamique et un vin qui ne l'est pas, suivant nos a priori, positifs ou négatifs, ça va perturber notre perception du goût. Ça, on le sait très bien. On met des colorants dans les fraises Tagada parce que si elles n'ont pas la bonne couleur, le goût ressenti est différent, alors que c'est exactement les mêmes arômes. Nos sens, surtout le goût, est très influençable. Donc il faut que ce soit en aveugle, que les gens qui goûtent ne sachent pas quel vin c'est. Il faut même que ce soit en double aveugle, c'est-à-dire que l'expérimentateur, celui qui vous sert le vin, s'il sait quel vin est associé à quoi, il peut avoir une petite mimique ou une petite attitude qui peut vous influencer aussi, et ça peut fausser les expériences. Il y a tout un tas de domaines de la science où on sait que si l'expérimentateur sait ce que contient ce que vous prenez, ça biaise le résultat. Et il faut aussi le faire sur des vins comparables, donc que ce soit le même cépage, qu'ils aient des gammes de prix comparables, qu'ils soient de la même année et de la même région. Pour s'il y a des gens qui aiment mieux un chardonnay que un autre cépage, il faut pas que ce soit le cépage qu'on préfère et pas l'aspect biodynamique. Et il faut le faire avec une analyse d'incertitude, parce qu'on a tous des goûts différents. Suivant, il y a des gens qui vont, au niveau du goût, préférer un vin biodynamique et d'autres plutôt non. Donc on ne peut pas se fier justement au ressenti d'une seule personne. Il faut le faire sur beaucoup de personnes pour faire une moyenne et une analyse statistique, pour être sûr que le résultat n'est pas juste dû au hasard. Et donc là, normalement, il y en a qui commencent à me voir venir. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas à cette conférence, sachez que juste avant le début, nous avons justement réalisé une petite expérience où nous avons fait déguster 4 vins, 2 blancs, 2 rouges, biodynamiques et conventionnels, tout à fait comparables, aux participants. Ils devaient noter les vins de 1 pour très mauvais à 5 excellent. Les gens ne savaient pas que les vins qu'ils goûtaient étaient similaires, hormis le fait qu'ils soient biodynamiques ou non, pour ne pas être influencés. Ils étaient notés A, B, C et D, et personne ne savait quel vin correspondait à quoi, pas même les personnes qui faisaient goûter les vins. C'est-à-dire que nous avons fait une vraie expérience en double aveugle. Pendant la conférence, un des organisateurs a compilé les résultats et me les a apportés pour que je les analyse en direct. C'était d'ailleurs un vrai risque que je prenais parce que je n'avais pas la moindre idée de ce que seraient les résultats. Il n'y avait qu'une seule personne qui savait quels étaient les vins avant maintenant, et maintenant voilà, vous avez la solution. Donc le A était un vin blanc biodynamique, un Beaujolais Chardonnay de 2017, et le B était un vin blanc conventionnel. Le C était un rouge conventionnel, et le D était un rouge biodynamique de cépage Gamay. Donc les prix étaient comparables, même si le vin biodynamique est un peu plus cher, en général de 30 à 50% plus cher que le vin conventionnel. Les deux domaines étaient à moins d'1 kilomètre de l'autre, donc on a vraiment exactement la même météo, la même région. Et un grand merci au domaine de la Bourronnière pour nous avoir fourni des bouteilles, parce que c'était très compliqué de trouver ça. Et donc, en plus, je vais m'amuser un petit peu. Pour analyser les résultats, je vais les analyser de 3 façons différentes. Donc, tout d'abord, les résultats vus par un journaliste. Alors, donc, le vin blanc biodynamique est préféré au vin blanc conventionnel et le vin rouge biodynamique est préféré au vin rouge conventionnel. Voilà, donc quand je dis que je prends des risques... Voilà, donc Bon... Donc, on a eu 28 et 27 votants, ce qui est pas énorme. Et voilà. Donc là, c'est typiquement les résultats vus par un journaliste. Donc là, voilà, on fait la conclusion, on fait la couverture du magazine en disant, voilà, le vin biodynamique est meilleur que le vin conventionnel, c'est prouvé.
Voilà. Maintenant, je vais faire l'analyse telle que la ferait un étudiant dans n'importe quelle filière scientifique, on va dire en licence 2. Donc, les résultats vus par un étudiant, où là, en termes d'échelle, donc là, j'avais mis l'échelle zoomée sur les variations qu'on a, naturelles, entre 2,7 et 3,4. Et là, on met la variation entre la plage complète, avec le 1 qui est le vin vraiment mauvais et 5 qui est le vin vraiment bon. Et là, je calcule aussi la plage d'incertitude. Et là, l'étudiant conclut qu'on ne peut pas conclure et qu'on ne voit pas de différence entre les deux vins. Alors l'incertitude, elle est calculée en prenant l'écart type de la distribution multiplié par le coefficient de student. Ça sert à... En gros, j'ai calculé l'incertitude à 95%. C'est-à-dire qu'il y a 95% de chances qu'on soit dans cette plage-là. Et voilà. Et maintenant, on va regarder les résultats interprétés tels que moi je le ferai. Donc tout d'abord, on va regarder les distributions sur le vin blanc biodynamique et le vin blanc conventionnel. Donc on a plutôt des belles gaussiennes avec effectivement quelques-uns qui ont préféré un peu plus le biodynamique. Mais voilà, les effets sont quand même assez faibles. Et côté vin rouge, donc c'est quelque chose de... Voilà, les distributions sont quand même assez différentes. Là, on voit quand même que le vin rouge biodynamique a été vraiment préféré par rapport... dans la distribution, il y a quand même plus de gens qui l'ont préféré, alors que le vin rouge conventionnel, c'est quand même plus plat, avec très peu de gens qui l'ont vraiment préféré. Si on regarde donc les préférences pour les vins blancs, donc voilà, on a 43% des gens qui ont préféré le conventionnel, 43% des gens qui ont préféré le biodynamique, et 14% qui n'ont pas de préférence. Donc ça, c'est exactement les résultats que j'obtiens quand je fais juste un tirage aléatoire. On est complètement dans le type de résultat qu'on a avec un résultat aléatoire. Si on compare pour les vins rouges, 52 et 37% avec 10% qui n'ont pas de préférence, c'est assez similaire aussi. On est tout à fait dans le type de distribution qu'on pourrait obtenir juste avec l'aléa statistique. Donc ça a plutôt tendance quand même à pousser sur le fait que ça n'a pas d'impact. Voilà. Et donc là, je vais vous parler du critère le plus important dans une publication scientifique, c'est ce qu'on appelle la p-valeur. Donc ça vous dit probablement rien, mais la p-valeur, c'est la probabilité qu'on obtienne ce résultat si c'était exactement les mêmes vins. Si je vous avais mis exactement le même vin des deux côtés, il y en a qui auraient quand même préféré le premier, le A par rapport au B. Quand on fait l'expérience, on le voit tout à fait. Et du coup, là, c'est la probabilité que les vins en fait soient vraiment différents, qu'il y ait une vraie différence entre les deux. Et donc le critère qui est utilisé pour une publication scientifique, c'est il faut que la p-valeur soit inférieure à 5%. Si vous êtes au-dessus de 5%, on ne peut pas conclure. On ne peut pas, en prenant en compte les incertitudes, dire qu'il y a une vraie différence entre les vins. Et du coup, pour le vin blanc, on est à une p-valeur de 50%, c'est-à-dire exactement le hasard. Et pour le vin rouge, 98%, donc c'est du hasard. Donc l'expérience de ce soir, en moyenne, en prenant en compte les incertitudes, collectivement, vous n'avez pas su faire la différence entre un vin blanc biodynamique et un vin blanc conventionnel, et un vin rouge biodynamique et un vin rouge conventionnel. Et le journaliste a quand même fait la une de son magazine en disant « C'est prouvé, le vin biodynamique est meilleur que le vin conventionnel ». Le monsieur fait la remarque que j'ai testé que sur 4 vins, et 4 vins, c'est très faible. Peut-être qu'on est tombé sur un bon conventionnel ou un mauvais biodynamique. Tout à fait, on ne peut pas conclure à partir d'une seule publication, c'est le critère de reproductibilité dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai déjà fait l'expérience en Bretagne dans une précédente conférence, le 23 mars 2018, avec 40 votants. Et ils n'avaient trouvé aucune différence entre les deux vins rouges. Et le vin blanc conventionnel était préféré, mais avec un écart qui était faible et non significatif. On était une p-valeur, je sais plus, ça devait être 20%. Donc voilà, quand on regardait les barres d'erreur, le blanc était quand même bien préféré, mais la p-valeur disait qu'il n'y avait pas d'écart suffisant. Mais je ne suis pas le seul à m'amuser à faire ce genre de petite expérience. Ça a déjà été réalisé, notamment il y a un vignoble qui a fait du bio et de la biodynamie de 2001 à 2004, et ils ont fait des comparaisons des vins en double aveugle, ils ont publié ça dans Wine Research, et ils n'ont trouvé aucune différence, comme on a fait ce soir, pour 2001 et 2002, et ils ont trouvé une différence notable entre deux vins en 2003 et 2004. En 2003, le biodynamique avait un goût de moisi, c'est écrit comme ça dans la publi, c'est pas moi qui l'ai inventé, et le vin bio était préféré. Et en 2004, le vin bio avait plus d'arômes et était préféré. Pardon.
Est-ce que aussi c'est pas lié à la taille de l'échantillon? On n'est que 27 et 40. Vous dites le nombre de 20, mais on est 27 et 40. C'est pas parce qu'un effet n'est pas mesuré qu'il n'existe pas. C'est peut-être aussi parce que la taille de l'échantillon peut-être ne le permettait pas. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Dans l'analyse que j'ai faite dans mon fichier Excel, je calculais l'incertitude en fonction du nombre de votants. On aurait eu 100 personnes de plus, l'incertitude aurait été beaucoup plus faible. Et on aurait peut-être pu voir un effet plus faible. Mais en tout cas, dans l'expérience de ce soir et dans les publications que j'ai vues sur le sujet, je vous ai donné les conclusions. Donc juste les conclusions, nos sens nous trompent. Et nous avons une très mauvaise représentation du hasard. Pour prouver quelque chose, il faut s'intéresser au cas où ça ne marche pas. Et si on n'applique pas la méthode scientifique, nos croyances vont être beaucoup plus affaire d'échanges sociaux que d'observation et de raison. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la Lune a une influence sur le jardinage parce que leur père leur a dit ou leur voisin leur a dit et que c'est un mec qu'ils aiment bien et qu'ils respectent et du coup ils vont le croire aussi et c'est normal. Mais c'est pas pour ça que c'est vrai. On va aussi avoir tendance à croire ce qu'on a envie de croire, ce qui va dans le sens de nos croyances préexistantes ou ce que croit notre entourage. Et en conclusion, je voulais juste reprendre un extrait d'une BD qui s'appelle Les Ignorants. C'est un dessinateur de BD qui a été vivre avec un vignoble biodynamique pour justement échanger sur la BD et le vin. Et du coup, il y a le vignoble biodynamique qui explique tout ce qu'il fait. Et donc, il y a un petit dessin où il est en train de pulvériser de la pulvérisation lumière, là, le silice de corne, sur ses vignes. Et il dit, mais voilà, ceux qui m'ont fait découvrir la biodynamie sont tous des gens de grande valeur sur le plan humain, attentifs, respectueux, humbles, et ça compte vachement. Parce que c'est quand même vachement mieux de faire ça avec des copains. Et moi, j'ai rien à redire à ça. Et typiquement, il le dit, ses croyances sont plus liées aux relations sociales qu'il a avec les gens qui font de la biodynamie. Et c'est peut-être effectivement des gens super sympas. Et c'est évident que parmi tous les vignobles biodynamiques, il y en a qui font très bien leur boulot et qui font du très bon vin. C'est pas du tout. Enfin, je critique pas du tout ça et je remets pas du tout en cause ça. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est pas le sujet. Ça n'a rien à voir. On peut être super sympa. Je suis sûr qu'il existe des gens qui pensent que la Terre est plate, qui sont mais super sympas. C'est pas la question. Et ça ne veut pas dire que ces gens-là font mal leur boulot. Ça veut juste dire qu'ils se rajoutent des contraintes pour rien. Et voilà, il y a beaucoup de gens très bien qui ont cru des choses complètement délirantes. Il n'y a aucune honte à ça de tromper. Il y a vraiment, faut pas reprocher aux gens qui font l'agriculture biodynamique de croire à des trucs. C'est juste, ils croient ce qu'on leur a expliqué et voilà, il n'y a pas de honte. On se fait tous avoir par les biais de raisonnement et on croit tous des choses complètement stupides. L'important, c'est d'être capable de remettre en cause nos croyances quand on tombe sur des arguments pertinents. Il faut juste savoir que le ressenti est différent de la réalité. Donc voilà, c'est ce que je disais, et je n'ai pas de jugement sur les agriculteurs ou les commerçants biodynamiques. Chacun est libre de croire et de faire ce qu'il veut. C'est peut-être de très bons agriculteurs, mais les croyances et traditions biodynamiques n'ont pas d'impact sur la production agricole. Voilà, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille 2 excellents bouquins. Donc, Sous l'emprise de la Lune, que vous pouvez acheter à la sortie, aux éditions Book et Book. Petites expériences extrasensorielles aussi, dont je me suis aussi inspiré. La Société nationale d'horticulture de France, pour son dossier Jardiner avec la Lune de Noël Dorion, que j'ai beaucoup utilisé. Et sinon, la chaîne Hygiène Mentale, qui a fait aussi 2 très belles vidéos sur l'influence de la Lune sur les naissances. Et l'influence de la pleine Lune, de la chaîne Curiosity Catalyst. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Bonsoir, merci pour toutes ces informations. Juste une question, est-ce qu'il y a un lien entre la permaculture et la biodynamique ? C'est quelque chose, en fait j'ai fait l'association aujourd'hui et je pense que je me suis trompé, on entend beaucoup parler de permaculture avec des techniques dont j'ignore le sens et les fondements, mais est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Alors, je ne sais pas vous répondre parce que j'ai toujours pas vraiment compris ce qu'est la permaculture pour ma part. Je sais que la permaculture est très à la mode dans les milieux où typiquement avant on croyait à la biodynamie et effectivement il y a une espèce de... ça parle au même public, mais il y a aussi
des gens qui ont une approche beaucoup plus rationnelle qui parlent de permaculture. Après, j'ai jamais creusé de est-ce que c'était rigoureux ou pas, je ne saurais pas vous répondre. Jean-Jacques, je peux peut-être apporter un complément. Je t'en prie. Non, là, ça a pas de rapport. En fait, la permaculture, on utilise les déchets végétaux, en général, pour créer un lit de matière organique. Donc ça n'a rien à voir avec les théories de la biodynamie. Bonjour, merci pour la conférence. Je trouve que dans les études pour tester si le vin biodynamique est meilleur ou moins bon, à chaque fois il y avait très peu de vins qui étaient testés. Mais je pense que c'est une question qui avait été posée derrière, de dire si on teste que sur 2 vins, c'est dur de tirer des conclusions. Ça se trouve on est tombé sur le producteur qui fait un très bon vin, même si, après il y a le cépage qui est à peu près le même, c'est vrai, mais bon. Est-ce qu'on pourrait inverser? Est-ce que c'est une réflexion qui est complètement idiote ou bien ça a du sens de prendre qu'une seule personne qui teste et de lui faire tester 500 vins? Et de dire, dis donc, cette personne a été incapable de dire que le vin biodynamique est meilleur. On peut tirer des conclusions de ça ou bien c'est complètement erroné? Alors, il y a 2 réponses. Mon collègue Jean-Paul Krivine va faire une des 2. Déjà, j'ai peut-être pas assez expliqué qu'est-ce qu'on peut conclure des expériences qu'on a faites. On ne peut pas conclure des expériences qu'on a faites qu'il n'y a pas de différence entre le vin biodynamique et le vin conventionnel. Par contre, on peut conclure que le vin biodynamique n'est pas incomparablement meilleur dans tous les cas. C'est-à-dire que mon point de départ, c'était il y a des gens qui disent le vin biodynamique c'est incomparablement meilleur, on voit tout de suite la différence, c'est sans appel. Non, les expériences permettent d'exclure ça. Par contre, est-ce que le vin biodynamique est meilleur que le vin conventionnel? La théorie ne prédit pas d'impact. Et après, les capacités de mesure, l'incertitude de mesure est aujourd'hui trop grande. Personnellement, j'ai pas une exigence de goût de vin démesurée. Et du coup, vu les incertitudes dont on parle, moi je considère qu'il n'y a pas d'écart. Après, peut-être que des très fins connaisseurs sur beaucoup de vins pourraient... est-ce que c'est vraiment intéressant qu'il y ait une petite variation, aussi faible soit-elle? Puis, faut voir à qui est la charge de la preuve. C'est celui qui annonce quelque chose d'extraordinaire qui doit prouver ce qu'il dit. Moi, en tant que sceptique, si on me dit que le vin biodynamique est meilleur qu'un vin normal, tout ce que je peux simplement douter. Vas-y, prouve-le-moi. Et on ne m'a apporté aucune preuve, ni théorique, ni expérimentale, que le vin biodynamique était meilleur. Donc, en tant que sceptique, ma position, c'est de douter. Et on n'a pas à dépenser des efforts surhumains pour essayer de chercher un effet a priori faible, qui existe peut-être, on ne sait pas s'il existe, mais juste, c'est pas à nous de montrer qu'il n'est pas supérieur, c'est à ceux qui disent qu'il est supérieur de le prouver, et ce qui pour l'instant n'est pas fait. Je passe la parole. Oui, moi je voulais juste donner un élément qui va peut-être embrouiller certaines petites choses, mais il y a tous les arguments que tu as donnés sur le plan statistique, je pense que c'est une chose. Après, il y a eu toute une série de réflexions sur qu'est-ce que c'est que de dire qu'un vin est meilleur. Et il y a énormément de subjectivité, parce que chacun va trouver ce qu'il veut. On a montré dans des tas d'études qu'il y a une influence de ce qu'on croit, c'est-à-dire que si on pense que le bio est meilleur, si on pense qu'une marque est meilleure, on la trouve meilleure. Il y a eu des tas d'études, on les a publiées un peu dans la revue, par exemple sur Coca-Cola versus Pepsi-Cola. Le fait qu'on voit l'étiquette Pepsi ou qu'on voit l'étiquette Coca change la perception du goût, donc le cerveau intervient dans le goût. Donc il est très probable que des gens, alors là c'est pas en double aveugle, mais des gens qui pensent que la biodynamie est meilleure vont la trouver meilleure. Après, il y a eu aussi des études, je les ai plus en tête, mais on avait publié aussi, qui montraient que quand on essaye d'évaluer le goût d'un vin par des experts, des œnologues, c'est pas fiable du tout. C'est-à-dire que quand on leur demande d'évaluer une série de vins et qu'on fait repasser 2 fois le même vin, ils ne l'évaluent pas de la même manière, que c'est pas reproductible, que c'est pas fidèle. Enfin, on a tous ces biais-là qui fait que le concept même de c'est meilleur est déjà un concept qui est très très flou. Donc les arguments statistiques restent, mais par contre le concept qu'on a derrière, voilà, si les gens trouvent que le vin biodynamique est meilleur pour eux, grand bien leur face, quoi. Merci. Alors, je suis peut-être celui qui a dégusté 520. C'est mon métier. Et donc, je tiens d'abord à dire que je partage parfaitement toute la démonstration qui a été faite sur la biodynamique. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit. Simplement, je voudrais rajouter des choses que je ne vais pas pouvoir forcément prouver, mais qui sont de bon sens. Vous l'avez dit tout à l'heure pendant votre conférence que le travail qui était fait par un vigneron qui faisait de la culture biodynamique était beaucoup plus important. C'était quelqu'un qui devait suivre beaucoup plus certains cycles
ou pas, mais en tout cas qui avait un travail qui était beaucoup plus constant. Quand on fait du vin, il y a 2 phases pour faire du vin. Il y a la culture et il y a le travail en cave. On n'a parlé que de la culture aujourd'hui, ce qui était le sujet de la conférence, c'est tout à fait normal. Imaginez quelqu'un qui passe autant de temps et qui a autant d'énergie dans sa culture, peu importe les résultats dont vous avez fait la preuve tout à l'heure, il ne va pas négliger son travail en cave. C'est pas possible, c'est pas logique. En règle générale, j'ai constaté dans mon métier que quelqu'un qui s'intéressait énormément à la culture avait une grande passion également pour le produit fini et le travail en cave. Donc cette deuxième partie de travail pour faire du vin, pour produire du vin, me semble importante. Ça, c'est un sujet que vous pouvez voir. Alors, effectivement, les gens ne peuvent pas forcément trouver les différences qu'il y a entre un vin issu de la vigne biodynamique et un vin traditionnel. J'ajoute quand même une chose, c'est que il me semble que pour la plupart des cas, quelqu'un qui fait un vin avec cet esprit de culture biodynamique va faire un meilleur vin au final parce qu'il aura ce travail qui sera très important en cave. J'ajoute une deuxième chose, juste peut-être de bon sens. À l'opposé du vin biodynamique, on a le vin traditionnel, d'une culture et d'une agriculture traditionnelle. Et j'ai cru lire que la France était un des pays les plus pollués par tout ce qui pouvait être produit de synthèse chimique, etc. Et que s'il n'y a pas de différence dans le goût, eh ben, au moins je préfère aller boire un vin qui n'a pas eu des vignes totalement pourries par la culture, par la chimie ou ce genre de choses. Merci pour votre intervention. Donc, vous avez tout à fait raison, hein, il y a plusieurs phases dans la fabrication d'un vin. Il y a la culture et puis il y a le traitement du vin derrière. De ce point de vue-là, effectivement, c'est un sujet que j'ai pas du tout abordé. On pourrait faire une conférence entière sur le vin. C'est pas mon domaine et c'est pour ça que j'ai préféré m'en limiter à uniquement des mesures, des aspects expérimentaux. Par contre, vous avez dit quelque chose d'intéressant sur l'aspect, les résidus de pesticides qu'il y a dedans et l'aspect pollution aux produits chimiques. Voilà, je voudrais juste replacer quelques contextes. Si vous vous intéressez à votre santé, il y a un produit chimique toxique, cancérigène avéré, qui est la 2e cause de mortalité en France, évitable, dont on connaît les effets et qui ont été mesurés de façon très claire depuis de très nombreuses années, c'est l'alcool. C'est l'éthanol qui est le principal produit chimique dans le vin. Et on en a quelques dizaines, centaines de grammes dans une bouteille de vin. Alors que si effectivement vous cherchez des traces de pesticides qui sont peut-être cancérigènes, donc cancérigènes probables, vous allez en trouver des traces, des microgrammes dans des quantités qui sont complètement insignifiantes et négligeables par rapport à la principale toxicité du vin, c'est l'alcool. Si vous vous intéressez à boire quelque chose de bon pour votre santé en buvant de l'alcool, la seule chose qui compte, c'est la quantité d'alcool que vous buvez. J'approuve cette dernière remarque et je félicite le conférencier pour ça. Cela dit, pour revenir sur la question des pesticides, il y a un truc sur lequel on peut être d'accord aussi, c'est que moins de pesticides, c'est déjà meilleur pour la santé du vigneron et ceux qui habitent autour. Donc ça, je pense qu'on sera tous d'accord aussi. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est sur votre remarque sur le travail en vigne et le travail en cave. J'ai certainement pas goûté autant de vins biodynamiques que vous, mais mes cavistes sont très portés sur la question et invitent régulièrement des vignerons. Et une constante qui ressort chez les vignerons biodynamiques ou nature, c'est que 99,9% du travail doit se faire à la vigne et qu'en cave, on doit en faire le moins possible. Ce qui relativise un petit peu votre remarque peut-être, si je peux me permettre. Et par contre, sur le style du vigneron, il y a aussi des choses qu'on peut faire indépendamment de la culture biodynamique ou pas. Des choses qu'on entend dans la description des vins biodynamiques, ça va être un côté frais, croquant, etc. C'est évident que les gens qui préfèrent ce style de vin vont préférer le vin biodynamique sans savoir ce que c'est. Et donc j'ai regretté que dans votre étude, celle que vous avez présentée à la fin, la comparaison se fasse entre un vin conventionnel et un vin biodynamique plutôt entre un vin biodynamique et un vin bio, parce que là, les styles de travail de vigneron peuvent être plus proches et ça aurait été peut-être plus pertinent de faire la comparaison. Alors je suis tout à fait d'accord. Il faut comparer
En méthode scientifique, il faut comparer toutes choses égales par ailleurs, sauf l'aspect qu'on regarde. Et effectivement, la culture la plus proche de la biodynamie, c'est le bio. Et c'est pour ça que j'ai avant tout cherché des vins bio du même année, même cépage, même endroit que des vins biodynamiques. Sauf qu'on n'a pas trouvé. C'est extrêmement compliqué de trouver des vins de la même année. Il y a très très peu de gens, quand vous faites des dégustations et tout ça, machin, les gens s'embêtent jamais à chercher la même année, le même cépage, la même région, la même gamme de prix. Il y en a un qui... Les gens le font très très rarement. Et du coup, j'ai vraiment galéré pour cette conférence à trouver des vins bio comparables, et du coup, j'en avais que 2 conventionnels. Par contre, dans ma précédente conférence, j'avais sur les 2 vins blancs, il y en avait un bio et un biodynamique, et c'est là où le bio avait été préféré. Et par contre, sur la publication que j'ai citée là, voilà, donc là c'était 4 années avec du bio et du biodynamique. Donc, ou 2 années ils n'ont pas trouvé d'écart, 2 années où ils ont préféré du bio. Donc là c'était effectivement plus rigoureux, mais je partage tout à fait cette limite, méthodologique. Après, on ne prouve pas la même chose, c'est-à-dire que l'argument de dire le vin biodynamique est incomparablement meilleur, même que du vin conventionnel dégueulasse rempli de pesticides, non, vous n'avez pas collectivement réussi à faire la différence. Bonsoir, j'ai 2 questions en fait sur les publications que vous nous présentez. Dans quel genre, déjà, pour commencer, dans quel genre de journaux les publications biodynamiques publient? Parce que c'est un peu bizarre avec des biais méthodologiques pareils qu'ils arrivent à sortir des papiers comme ça, quoi. Alors, j'ai pas eu toute la conférence, donc peut-être. Je les ai pas notés sur ma conférence. Alors, les publications qui voient un impact de la biodynamie en particulier. Donc, typiquement Maria Thune, c'était dans les revues de l'anthroposophie, donc c'était pas du tout dans des revues scientifiques. Par contre, est-ce que j'en ai... Alors, je les ai, je pourrais vous répondre en regardant dans mes fichiers. Voilà, donc SPICE, c'est publié dans Biological Agriculture and Horticulture. Donc, ils trouvent des journaux, tout à fait connus et respectables pour publier ces choses-là. Okay. Mais je vous recommande le Sciences et Pseudosciences qui parle justement de la reproductibilité des études et du nombre d'études. On a un article là-dessus qui effectivement, c'est le numéro sur la méthode scientifique. Et il y a effectivement beaucoup d'articles avec des biais méthodologiques énormes qui sont acceptés et qui sont publiés. Et qui ensuite font évidemment le délice des journaux. C'était ma deuxième question, du coup, c'est... manifestement, les journalistes ne vont pas s'embêter à aller chercher dans quels journaux ils publient et si ça a l'air valable. Mais du coup, pour un peu essayer d'aller un peu plus loin sur le sujet, comment on pourrait communiquer avec justement des journalistes et des décisionnaires pour pointer du doigt des choses qui sont vraiment bizarres, parce que là pour le coup ça sort du cadre, ça sort de la normalité d'avoir des trucs pareils, excusez-moi, mais des publications pareilles dans des journaux scientifiques, c'est inacceptable. C'est un vaste sujet, c'est l'objet d'une conférence en entier. Je vais pas vous répondre ce soir. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas à la portée du citoyen ou à la portée du journaliste de se faire un avis sur l'ensemble de la littérature scientifique en 2 jours. Et même quand il y a une centaine de publications sur un sujet, vous allez trouver des publications contradictoires. Sur 100 études sur l'impact des ondes sur la santé, vous en trouverez qui disent que ça augmente le risque de cancer, vous en trouverez qui disent que ça réduit le risque de cancer, vous en trouverez qui disent que les rats apprennent plus vite quand ils sont soumis aux ondes électromagnétiques, et vous en trouverez une grande majorité qui dit juste que ça n'a pas d'impact. Et c'est pour ça qu'existent des sociétés savantes, c'est pour ça qu'existent des méta-analyses, qu'il y a des chercheurs spécialisés dans les agences sanitaires, dans les académies, dans les sociétés savantes, pour faire ce travail-là, faire ces méta-analyses, comparer l'ensemble de la littérature scientifique et regarder sa cohérence, et ensuite en délivrer des avis. Le fonctionnement le plus souhaitable de la science, c'est qu'on ait ces communautés savantes
qui de façon le plus indépendante et le plus respectueuse de la méthode scientifique possible étudie des sujets, sache ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et ensuite le communique et que cet avis soit écouté. Et aujourd'hui, le principal problème, c'est que cet avis-là n'est pas écouté, parce qu'il est noyé dans tout un tas d'informations, et on ne se pose pas la question, on lit ce qu'on a envie de lire, on ne lit pas, ah bah tiens, est-ce que ça c'est une étude qui est validée, qui est comparée. Dans les journaux, on a énormément tendance à prendre une étude, la dernière étude, parce qu'il faut que ce soit nouveau, sinon ça ne se publie pas. On peut avoir 50 ans d'études qui montrent qu'il n'y a pas d'effet. Si la dernière montre qu'il y a un effet, mais qu'elle n'est pas cohérente du tout, c'est celle-là qu'on va mettre en avant, et on va dire, voilà, la science montre. Et donc cette prise de recul, il faut qu'elle soit faite par des gens spécialisés sur le sujet, et c'est plutôt ces gens-là qu'il faudra aller voir. C'est ce qu'on essaye de faire au sein de la FIS avec la revue Sciences et Pseudosciences, et je pense que la meilleure solution, c'est de s'abonner à Sciences et Pseudosciences. Un vin biodynamique peut être vendu 30% de plus qu'un autre. C'est donc un label également, donc ça peut être un outil marketing également. Quelle est la réglementation là-dessus? Vous avez parlé de Déméter. C'est Déméter qui attribue le label vin biodynamique à condition que le vigneron s'engage à faire un traitement préparation 500 une fois par an et 501 une fois par an. Quels sont les critères exactement? Alors je ne saurais pas vous dire quels sont les critères exactement, mais effectivement c'est Déméter qui spécifie un cahier des charges qui est très long et qui demande plusieurs années avant d'être certifié Déméter. Et d'ailleurs même dans le milieu il parle de conversion en biodynamie, ce qui en dit long sur la démarche. Et effectivement c'est Déméter qui spécifie le cahier des charges et qui contrôle peut-être. Je ne me suis pas renseigné sur le détail du cahier des charges, mais enfin, voilà, ils ont un organisme de certification qui est Déméter. Donc la Lune, pour faire simple, provoque les marées. On peut imaginer que les algues poussent différemment hors et dans l'eau. Donc ça pourrait être une influence de la Lune sur la croissance de certaines plantes. Adjugé. Mais une autre question plus sérieuse, donc, dans votre expérience ce soir, pour déterminer la différence entre nos notations, vous avez utilisé quel test statistique? Pour la p-valeur? C'était le test de Fisher. Okay. Mais oui, effectivement, la Lune a un impact sur les marées, qui a un impact sur un certain nombre de choses. Notamment, il y a la grande barrière de corail a un cycle de reproduction qui est calé en fonction des marées ou de la Lune, on ne sait pas, mais en tout cas, effectivement, on voit une corrélation qui est claire. Bonsoir, merci. J'avais entendu dans une émission de vulgarisation scientifique là, sur France Inter, un confrère scientifique qui disait qu'il avait fait quelques statistiques et qu'il avait remarqué que les tremblements de terre, la plupart du temps, arrivaient quelques jours avant la pleine lune. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Alors, je n'ai pas vu cette étude en particulier, donc je ne saurais pas vous répondre. Après, c'est pas absurde, parce que les marées font effectivement des contraintes, et dans le système géologique, on a quand même des petites différences gravitationnelles. Alors après, elles sont infimes, mais comme on ne sait pas prédire les séismes aujourd'hui, peut-être que ça peut être le petit truc. Je ne sais pas vous répondre. Disons que là, je suis tout à fait dans une situation où je doute. J'ai pas d'arguments physiques qui font que c'est incompatible de la physique que je connais, mais j'ai pas d'arguments non plus pour dire que oui, c'est évident, j'y crois, et j'ai pas non plus étudié ça, donc je botte en touche. Et une expérience personnelle, j'ai souvent des insomnies les jours qui précèdent la pleine lune. J'en ai pas toute l'année, et à chaque fois, c'est a posteriori que je vois que... Et puis il y a quelques années, il y a 4-5 ans, la Lune était très proche de la Terre, là, sur quelques jours, et je pouvais rien faire de la journée, c'était un dimanche. J'ai toujours le cœur à moins de 60, parce que je fais pas mal de sport, et ce jour-là, au repos, j'avais 76. Alors, donc, j'aime beaucoup la façon dont vous l'avez dit, parce que vous avez dit « je vérifie a posteriori ». Donc vous vérifiez quand vous avez eu du mal à dormir, et quand ça tombe en lien avec la pleine lune, vous y voyez une corrélation. Mais vous ne regardez pas systématiquement, en fonction des phases de la lune, la qualité de votre sommeil. Et on est tout à fait... Je dis ça avec beaucoup de respect, comme envers la sage-femme qui a accouché ma femme. Hein. Elle est convaincue qu'il y a plus de naissances les soirs de pleine lune. Et voilà. Ensuite, le deuxième élément de réponse, c'est qu'il y a les prophéties autoréalisatrices. Si vous y croyez,
ça va avoir un impact. Typiquement sur quelque chose d'aussi subjectif, et enfin, l'effet placebo, l'effet nocebo, ça existe, c'est extrêmement fort. Si vous pensez que la pleine lune a un impact sur votre sommeil, et que vous savez qu'il y a la pleine lune, il va avoir un impact, et j'imagine que vous étiez au courant qu'il y avait la lune qui était très proche de la Terre quand il y a eu ce jour-là, et ça peut aussi n'être qu'une coïncidence. On se représente très très mal le hasard. Le hasard fait que on a tous des moments dans notre vie où on est moins bien, des moments où on est plus en forme, ça peut tomber ce jour-là, et vous l'avez retenu parce que on vous a dit que c'était la pleine lune. Après, il y a des stats il y a eu des tas de publications sur l'influence de la lune sur le sommeil, et sur plusieurs milliers de personnes, ils ont mesuré le cycle du sommeil sur la nuit en fonction des phases de la lune, et pour faire simple, il y a quelques publications qui voient des corrélations en fonction des phases de la Lune, qui ne sont pas cohérentes entre elles, et il y a des publications avec un grand nombre de personnes qui ne voient aucun impact. Donc aujourd'hui, la méta-analyse, quand on regarde les publications sur le sujet, ne se dégage pas de consensus qu'on ait pu mesurer rigoureusement un impact de la pleine Lune sur le sommeil. Après, si vous dormez à la pleine Lune, si vous dormez dehors, sans masque, peut-être qu'effectivement ça peut avoir un impact, mais si vous êtes à l'intérieur d'une maison, la physique ne prédit pas que vous puissiez ressentir la pleine lune, et on n'a pas prouvé, encore une fois, c'est la charge de la preuve, on n'a pas prouvé rigoureusement que la pleine lune avait un impact sur le sommeil. Donc moi, en tant que sceptique, je doute. Après, on n'a pas prouvé que ça n'en avait pas, mais on n'a pas forcément de raison de penser qu'il y en a. Mais ce qui n'enlève rien à votre expérience personnelle. Le ressenti de quelqu'un qui se sent mal quand il y a la pleine lune, ou de quelqu'un qui sent vraiment que le vin biodynamique est incomparablement meilleur, ce ressenti, il est vrai. Enfin, je ne sais pas, je ne le remets pas en doute. C'est juste que ce ressenti est biaisé, et c'est pour ça qu'on a inventé la méthode scientifique. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour être informé des prochaines conférences AFIS en ligne, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, au revoir.